Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Les travaux de rénovation énergétique, c'est possible. Les professionnels se mobilisent au service des copropriétés et conjuguent leurs efforts pour accompagner les Français dans ce qui apparaît comme un défi dont l'urgence est l'une des caractéristiques. Avec nous, pour évoquer les moyens de mener à bien une rénovation énergétique, Driss Marzouga, directeur général de la société Harmonie, spécialisée dans la rénovation énergétique du logement résidentiel, et Mathieu Hyper, directeur du développement chez Copropriété et Diagnostic, opérateur conseil d'État auprès de l'ANA. Avec ce duo, nous allons donc pouvoir évoquer les travaux, mais aussi l'assistance à maîtrise d'ouvrage et les subventions. Mathieu Hyper, bonjour. Bonjour. Driss Marzouga, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Driss Marzouga, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un sujet qui est désormais bien connu des Français. Ils posent même souvent, et même très souvent, la question à leur syndic en AG. Est-ce que c'est obligatoire ? Comment est-ce qu'on mène cette rénovation énergétique ? Quels sont les avantages ? Quelles sont les aides disponibles ? Et donc voilà quelques-unes des questions qui sont fréquemment posées par eux. Vous qui œuvrez tous les jours à la rénovation énergétique de bâtiments, est-ce que vous mesurez aussi le phénomène et comment ? Tout d'abord, c'est une équation à plusieurs inconnues que vous me demandez de résoudre, Anne-Sandrine. Pour mettre les choses dans l'ordre, primo, le contexte réglementaire. Oui. Vous avez la loi climat et résilience qui a pour objectif, qui porte l'objectif d'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050, qui fixe le cadre. Sa traduction au niveau réglementaire, au niveau coercitif, c'est l'agenda qu'a prévu le législateur d'interdiction à la location des logements énergivores. C'est déjà une réalité puisque depuis le début de l'année, les logements qui sont classés, qui ont une consommation de 450, supérieure à 450 kWh par mètre carré sont interdits à la location. 2025, c'est-à-dire demain, ça concernera les logements classés G. Oui. Puis viendra le temps des logements classés F et E avec des échéances respectives en 2028 et 2034. Donc on voit très bien que le législateur souhaite tenir l'agenda et que la dimension coercitive dans sa logique de la carotte et du bâton est une réalité qui se traduit de facto par des interdictions qui sont déjà décrétées. Oui, et une avancée inexorable vers une obligation qui est de plus en plus ferme en fait. Oui, on a eu beaucoup de réglementations sur des sujets qui sont exogènes à notre ordre du jour, sur l'accessibilité aux personnes handicapées, sur une loi qui portait à sécuriser la sécurité des ascenseurs existants. On voit que le législateur souhaite tenir son agenda. Il est ambitieux, réalisable. Pour autant, ça n'est pas en contradiction avec toutes les mesures incitatives qu'il décrète, qu'il porte, dans la perspective d'aménager des leviers pour permettre aux copropriétés de se mettre en marche. Et justement, vous parlez de levier. Est-ce que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un levier de croissance aussi pour le bâtiment ? Oui, je vais vous partager le vieil adage du 19e siècle, je crois, de Martin Nadeau, oui. Ancien maçon, devenu ensuite député puis préfet de mémoire, qui disait « Quand le bâtiment va, tout va ». Ça, c'est une maxime qu'on connaît tous. C'est toujours le cas. Le bâtiment, la rénovation énergétique sont un vrai facteur, un vrai levier de développement de la dynamique économique d'un pays. On le voit aujourd'hui tous les jours. Donc oui, cela porte l'économie. Aujourd'hui en France, on est plutôt dans une économie de services ou de travaux à l'intérieur du pays. Et donc en effet, ça permet de doper l'élan. Et puis une crise du logement qui est là, qui fait qu'on ne parle pas seulement de croissance économique pour un secteur, mais aussi d'un besoin de la population à se loger. Alors là, vous soulevez un paradoxe, Anne-Sandrine, oui. C'est-à-dire que le contexte inflationniste que l'on rencontre aujourd'hui, il suffit de voir le panier de la ménagère, conforte cette tendance structurelle qui vise à doper l'élan de la rénovation énergétique. D'ailleurs, pour vous donner un chiffre, l'INSEE a publié le taux d'inflation 2022 qui est de 6,2%. Modulo tous les dispositifs jugulatifs qu'a prévu le législateur, la réalité c'est plutôt 12 à 13 points. Mais le paradoxe en fait, c'est qu'on voit pas mal de dossiers qui sont mis en jachère parce que l'inflation impacte les possibilités financières des ménages malgré les mesures incitatives. On sait que c'est une tendance de fond et structurelle parce que les dossiers vont sortir. Oui. Certains sortent cette année, d'autres sont mis en suspens pour l'année prochaine. Et pour faire un parallèle avec la dynamique 2022 qui a été une très bonne année, un très bon cru, finalement 2022 on rencontrait deux facteurs incitatifs. Il y avait le rattrapage post-Covid,
C'est-à-dire que beaucoup de dossiers avaient été mis en suspens à cause de la Covid, d'une part, et puis d'autre part, cette tendance structurelle qui porte l'effort de guerre. Donc, tendance de fond très positive, très favorable, modulo l'inflation qui freine à court terme certains dossiers, mais qui sur le long terme est un facteur incitatif et motivant pour sortir des dossiers. On n'a pas encore évoqué l'une des questions les plus importantes en matière de rénovation énergétique pour les Français, et c'est celle du coût. Même s'il est difficile de généraliser, est-ce qu'on peut avoir une idée du type de travaux qu'on qualifie de rénovation énergétique et surtout de leur coût possible ou de leur coût moyen ? Alors, je vais me faire force de répondre à une partie de la question. Pour le détail, je vous renverrai à mon homologue, mon camarade de jeu qui maîtrise très bien le sujet puisque c'est son métier. Sur la nature des travaux, je les classerai en 3 familles. Les premiers qui vont plutôt concerner l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, d'isolation des toitures terrasses. Ça, c'est quand même l'un des premiers moteurs. À cela s'ajoutent d'autres travaux complémentaires qui vont concerner ce que j'appelle la tripaille, en l'occurrence les fluides, la ventilation, le chauffage collectif, etc. Vous avez un deuxième niveau de travaux qu'on pourrait regrouper plutôt sous le scope de travaux singuliers. J'entends par là le traitement des points singuliers avec l'isolation des calorifugages sur les conduits d'eau chaude sanitaire, de systèmes de chauffage, l'installation de chaussettes isolantes sur tous les points de vannes qui permettent de fermer, d'ouvrir, etc. L'alimentation chauffage. Vous allez avoir aussi l'isolation sous face de rez-de-chaussée qui est très prégnante. Et puis les logements. On a une structure au sein de notre groupe qui est spécialisée, qui est un pure player de la remise en état des logements. Et on voit de plus en plus de demandes de monopropriétaires ou de bailleurs sociaux ou de bailleurs privés qui nous demandent de leur proposer des solutions à l'échelle du logement parce qu'on est parfois sur des immeubles contraints. Je pense à des bâtiments qui peuvent être classés et contraints par l'architecture des bâtiments de France, ou parce qu'un propriétaire, dans une copropriété, lui souhaite avancer, la copropriété n'est pas en marche, il est concerné par le dispositif réglementaire d'interdiction à la location, souhaite vraiment continuer à pouvoir louer son bien et nous demande d'identifier avec lui des solutions. On a une solution innovante, je pense elle fera l'objet probablement d'une autre discussion structurante entre nous, mais ça fait partie aussi d'un des leviers de travaux qui contribuent à la rénovation énergétique du bâtiment. Et Mathieu Hyper, alors quel est le coût moyen d'une rénovation énergétique ? On peut pas, on y va beaucoup au cas par cas. Oui. C'est projet par projet. Oui. On l'a entendu avec Driss Marzouga d'ailleurs. Hein, le choix et l'éventail des possibilités est très large. Oui. La moyenne sur une cote-part travaux se situe entre 15 et 25 000 euros avant subvention par copropriétaire. Je retrouve Driss sur le sujet des travaux principaux que l'on retrouve systématiquement sur les projets, c'est-à-dire le ravalement avec isolation thermique par l'extérieur, le traitement de la toiture et puis la ventilation. Ça, c'est le triptyque classique. Oui. Et puis ensuite, on va y ajouter des postes de travaux éventuellement supplémentaires ou nécessaires. Ce qu'on a l'habitude de dire aux copropriétaires, c'est « vous ne faites pas des travaux pour obtenir des subventions ». Là, c'est plutôt ma partie. Oui. Et on va le préciser aux copropriétaires dès le départ. Vous ne faites pas des travaux pour obtenir ces subventions, MaPrimeRénov', etc. Vous faites des travaux d'entretien qui sont nécessaires, donc vous allez devoir y passer. S'il y a des subventions, tant mieux, mais s'il n'y en a pas, l'entretien va devoir être fait. Autant étudier dès maintenant le coût d'une rénovation globale pour vous permettre d'obtenir éventuellement des subventions et de maximiser... Parce que en général, les subventions viennent couvrir 1 ou 2 postes de travaux supplémentaires, ce qui leur permet d'inclure dans leur programme de travaux un peu plus de postes que ce qu'ils auraient fait s'ils avaient phasé et découpé les travaux, ce qui revient à payer plus cher au final. J'aime beaucoup ce que vous disiez. Hein. En fait, il est vrai qu'on entend beaucoup parler de subventions, d'aides, mais pas de confort énergétique en fait. Non. Les copropriétaires ne pensent pas à leur confort. On a un rôle, nous, en tant qu'opérateur d'État pour l'Agence nationale de l'habitat, c'est d'abord d'informer. Moi, quand je fais une réunion, quand on fait des réunions avec les conseils syndicaux ou quand on se retrouve en assemblée générale ou en réunion publique avec les copropriétaires, on leur indique, on leur précise qu'on n'est pas là pour leur faire dépenser des 1000 et des 100 parce que de toute façon, le projet ne se votera pas. On est d'abord là pour les informer des étapes par lesquelles ils vont devoir passer. Et on est là aussi pour les rassurer en leur disant le projet travaux qui est pressenti,
à partir du moment où oui. on est éligible, oui. Il est construit pour naviguer entre de la cohérence technique et de la cohérence financière. Parce que si c'est trop cher, ça n'ira nulle part. Voilà. Et puis ensuite, on va accompagner les copropriétaires jusqu'au vote des travaux et les gens montent dans le train au fur et à mesure de l'avancée du projet. Est-ce qu'il y a un prix psychologique ? À pas dépasser ? Oui. 20 000 Acceptable ? Oui, on s'est rendu compte au fil des centaines de dossiers qu'on a traités que quand on annonçait une quote-part en moyenne supérieure à 20 000 euros avant subvention, ça nécessitait beaucoup plus d'explications et de discussions que quand on ne les dépassait pas, ces 20 000 euros. On l'a constaté, ça se vérifie. Ensuite, on a tout un tas de justifications à apporter, possibles, pour justifier quand on construit un programme de travaux avec des copropriétaires et un conseil syndical, on indique aussi la chose suivante. On va étudier le scénario 0 de base, qui vous permet de rénover votre copropriété sur le principal de vos nécessités en termes d'entretien. Et puis, on va pouvoir vous dire, quand on aura fait nos calculs et nos simulations de subventions et de quote-part, quelle est la quote-part moyenne sur ce scénario 0 et est-ce que vous pouvez ajuster ce scénario en y rajoutant peut-être un autre poste de travaux auquel vous n'aviez pas pensé parce que ce n'était pas nécessaire ou vous envisagiez ça comme trop cher, ou donc vous permettre d'arbitrer, est-ce qu'on le rajoute dans le projet de base ou est-ce qu'on le laisse en option et puis on en discutera à l'Assemblée générale. Driss Marzouga, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais rebondir sur l'échange que vous venez d'avoir avec Mathieu. Mathieu précisait que ce ne sont pas les dispositifs incitatifs qui mènent à un projet de rénovation énergétique. Oui. Ce sont des dispositifs qui permettent d'accompagner la réflexion favorable des copropriétés. Et vous parliez du confort. Oui. Je pense que ça peut être intéressant, si on est tous d'accord, de dresser quand même tous les bienfaits qui sont consécutifs à une rénovation énergétique. Le premier, vous en parliez, c'est le confort de vie. Le bâtiment, ça n'est pas un monobloc inerte. Donc, quand on se sent mieux chez soi, quand on a moins chaud l'été, moins froid l'hiver, on est dans une situation de confort. Le deuxième sujet, il est purement financier, puisque aujourd'hui, ça permet, dans le panorama concurrentiel des logements qui sont mis en vente, de se distinguer en affichant des coûts énergétiques maîtrisés. Ça, c'est quand même une variable d'ajustement qui est très importante. Je parlais de l'inflation tout à l'heure. Quand vous avez des preneurs potentiels qui s'intéressent à un bien, ils regardent de plus en plus la performance énergétique du logement. Et d'ailleurs, si on s'y attelle un petit peu, jusqu'à présent, le paradigme distinctif d'un bien, c'était plutôt ancien, neuf. Oui. Aujourd'hui, on est plutôt sur une ligne de crête qui vise, et c'est une tendance qui va se confirmer, à distinguer un logement économe d'un logement énergivore. Quand on parle de santé du bâtiment, la rénovation énergétique permet d'entretenir son bien, son bâtiment. Elle a un impact non négligeable aussi sur la santé des occupants. J'ai une pensée plus particulière aux personnes fragiles, personnes âgées, et les enfants. Le confort du logement, vous en avez parlé. Et puis, at last but not least, à l'image de la légende du colibri, c'est aussi d'avoir le sentiment que, à notre modeste mesure, copropriétaires, occupants, on a apporté notre pierre à l'édifice sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, sur l'enjeu de limiter l'empreinte carbone du bâtimentaire. Apporter sa pierre à l'édifice, c'est aussi plus facile parce qu'on bénéficie en France d'aides et de subventions, Mathieu Hippert. Oui, alors il y a tout un tas de subventions qui sont disponibles. L'État a largement étoffé la liste depuis des années. On part du dispositif Habiter Mieux jusqu'à fin 2020 et on est maintenant sous le chapeau MaPrimeRénov'. Tout le monde a entendu parler. Il y a assez de communication pour cela en ce moment. Avec le dispositif Habiter Mieux qui était en vigueur jusqu'en 2020, c'était très discriminatoire parce que vous aviez des subventions individuelles pour les propriétaires occupants qui étaient conditionnées à la situation fiscale de chacun, le revenu fiscal de référence. Et pour que les bailleurs, par exemple, ou tous les copropriétaires qui n'étaient pas considérés comme modestes ou très modestes soient aussi éligibles, il fallait cumuler tout un tas d'autres critères. L'ANA a renversé, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat a renversé la table pour stopper cette discrimination et faire en sorte que l'ensemble des copropriétaires soient éligibles aux subventions, ce qui a permis aussi d'accélérer la dynamique de rénovation. Donc aujourd'hui, concrètement, vous avez des subventions individuelles et des subventions collectives. Les subventions collectives sont beaucoup plus importantes que les individuelles. Elles sont distribuées à tout le monde. En termes de subventions individuelles, vous en avez deux.
Nous analysons votre situation fiscale et nous regardons si vous rentrez sous les plafonds que l'ANA a établis donc de ressources annuelles. Soit vous êtes considéré par l'ANA comme propriétaire occupant modeste et vous avez une prime de 1 500 €, une première prime. Soit vous êtes considéré comme très modeste et vous avez une prime de 3 000 €. Si vous êtes éligible à celle-ci, vous êtes aussi éligible aux subventions des caisses de retraite qui subventionnent, comme la CNAF par exemple, jusqu'à 3 500 €. Les mutuelles qui subventionnaient ne subventionnent plus, c'est en discussion. Les accords sont en cours de rediscussion. Je viens de vous parler des seules subventions qui sont conditionnées aux ressources. Ensuite, vous avez pour les bailleurs le dispositif de défiscalisation sur les revenus fonciers. Oui. Là, je viens de vous parler de ce qui va représenter 20% sur un total de subventions projet. Tout le reste, donc bailleurs ou occupants, à partir du moment où vous avez des tantièmes d'habitation dans la copropriété, vous y avez droit. Donc c'est très positif pour nous en Réunion aussi, de l'expliquer. C'est ouvert à tout le monde. Donc vous avez forcément MaPrimeRénov' copropriété, qui est distribuée selon les tantièmes. Vous avez les bonus écologiques. Si votre étiquette énergétique bâtiment, j'insiste, bâtiment et pas logement, de départ et de F ou G, que vous en sortez, vous avez un bonus écologique de 500 € fois le nombre de logements distribués selon les tantièmes. Oui. Si vous arrivez en étiquette énergétique après travaux A ou B, alors évidemment, on n'attend pas la fin des travaux, nous modélisons et nous projetons l'étiquette énergétique d'arrivée. Si c'est A ou B, il y a 500 € par logement fois le nombre de logements distribués selon les tantièmes. Vous avez tous les dispositifs locaux. Alors, le ministère ne se réunit pas chaque semaine pour discuter du budget de MaPrimeRénov'. Par contre, les dispositifs locaux, la mairie, les communautés de communes, le conseil départemental, etc., peuvent débloquer du budget supplémentaire pendant l'instruction d'un dossier. On les interroge, eux, au dernier moment, pour être sûr d'avoir touché tout le monde et d'interroger tout le monde. Vous avez les fameux certificats d'économie d'énergie. Donc, rapide explication. Les travaux génèrent des économies d'énergie. Ces économies sont rachetées par les obligés, Total, EDF, Engie, etc. Nous faisons chiffrer et cette subvention va à la copropriété. C'est distribué, toujours pareil, selon les tantièmes. Ensuite, on a le dispositif qu'on appelle copropriété fragile. Donc, c'est soit les certificats d'économie d'énergie, soit ce dispositif. La copropriété, si elle présente 8% d'impayés en charge copropriétaire 2 ans auparavant l'année de vote des travaux, concrètement, si on vote cette année les travaux sur une copropriété, il faut qu'en 2021, la copropriété présente 8% d'impayés charges copro en ayant retranché les créditeurs. L'ANA récupère elle-même les certificats d'économie d'énergie parce qu'elle se finance en partie grâce à ça aussi, et elle octroie en contrepartie une prime de 3 000 € fois le nombre de logements qu'il y a sur la copropriété. Ce n'est pas une récompense aux impayés. Et je rassure tout de suite les syndics, on ne demande pas d'arrêter de payer les charges. Mais c'est un dispositif qui a le mérite d'exister. Et puis, il y a la fameuse exonération de la taxe foncière. Ça fonctionne mairie par mairie. Certaines mairies, à partir du moment où vous pouvez produire aux impôts le paiement, le financement de travaux de rénovation énergétique chez vous ou en habitat collectif, vous exonère de la taxe foncière sur une certaine durée. Là, vous avez le paysage 2023 des subventions sous MaPrimeRénov' et qui va continuer à s'améliorer. Il y a eu une amélioration entre 2022 et 2023. Les primes dont je vous parlais il y a quelques instants, de 1 500 et 3 000 € pour les modestes et les très modestes, ont doublé entre 2022 et 2023, notamment pour limiter les coûts de l'inflation. Et le plafond de travaux subventionnables par logement a augmenté de 66%. Il est passé de 15 000 € à 25 000 € par logement. Voilà. Donc, il y a eu un grand changement entre dispositif Habiter Mieux et MaPrimeRénov' entre 2020 et 2021. Et MaPrimeRénov' est en train d'être étoffé. Avec MaPrimeRénov', on a quelque chose d'assez abouti. Nous, on le ressent sur le terrain et d'assez aussi beaucoup plus simple à présenter. Alors, pas en fonctionnement, mais à présenter. Ça reste un métier en termes de traitement. Et justement, vous parlez de métier. Je reviens au début de cette interview où je disais en copropriété ou en AG, les copropriétaires posent souvent des questions à leur syndic. Et parmi ces questions-là, j'en ai oublié une. Ils disent souvent à leur syndic, renseignez-nous sur les aides, les subventions et faites ce travail-là. Et en fait, non, ça, c'est pas possible. C'est pas quelque chose qu'on peut demander au syndic. Malheureusement, il y a un métier derrière. C'est celui d'AMO ou assistance à maîtrise d'ouvrage. Puisque c'est votre métier, quel est l'intérêt de s'adjoindre les
services d'un AMO. Et d'ailleurs, est-ce que c'est obligatoire, recommandé ? Avec MaPrimeRénov', même avant, de toute façon, l'assistance à maîtrise d'ouvrage est obligatoire. Vous avez 4 entités qui vont travailler sur un projet. Oui, mais c'est obligatoire, mais les copropriétaires ne le savent pas et s'entêtent à ne pas le comprendre, ça. Tout à fait. Oui. Donc je vais vous dire, je vais vous donner le discours que j'ai devant les copropriétaires. Vous avez 4 entités qui vont travailler sur votre projet. Vous avez le conseil syndical d'abord, qui doit porter le projet. Un projet porté par le conseil syndical, c'est 70-80% du travail fait. Oui. Parce qu'ils sont sur le terrain 100% du temps. Voilà. Et ils vivent les mêmes choses que leurs collègues copropriétaires. Oui. Donc pas mieux qu'eux, pas meilleur qu'eux pour sentir les choses. Ensuite, vous avez l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc l'opérateur, comme nous, qui va avoir un rôle de garde-fou, qui est obligatoire pour l'obtention des subventions notamment, et qui va contrôler, qui va avoir la casquette de coordinateur, et qui est vu autrement aussi par les copropriétaires, parce que nous sommes la seule entité qui va apporter de l'argent. Forcément, on a une auréole au-dessus de la tête. Donc nos messages passent différemment. Et vous n'avez pas l'image négative du syndic au surplus, donc c'est parfait. Voilà, exactement. L'image négative sur laquelle on travaille pour que le syndic ne soit pas vu comme quelqu'un qui manque à son devoir, parce que donc, la 3e entité qui va travailler sur le projet, c'est le syndic. Ce n'est pas son métier. Il a un devoir de conseil, comme sur tout un tas d'autres sujets. Mais lorsque les copropriétaires nous disent systématiquement, notre syndic ne nous a pas expliqué tout ça, ce n'est pas son job, c'est pas son boulot. C'est pour ça qu'on est là. Et on vient à l'initiative de votre syndic, par contre. Voilà. Parce que ce n'est pas votre syndic qui va monter les dossiers de prêt avec la banque. Ce n'est pas votre syndic qui va aller chercher les subventions. Voilà. Donc on règle ce sujet. Et puis la 4e entité, c'est la maîtrise d'œuvre, donc la partie architecte. Voilà. Pour revenir sur le côté obligatoire de l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'opérateur est obligatoire pour plusieurs choses. La principale, c'est l'obtention des subventions, tout simplement. Driss Marzouga, on vient d'évoquer l'aspect financier de la rénovation énergétique. On a aussi compris qu'une rénovation énergétique, c'est un travail d'ensemble conduit avec énormément de professionnels autour. Est-ce que, selon vous, l'aspect financier, c'est encore un frein important au sein des copropriétés, malgré ce système qui se met en place ? Oui et non. Non, parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la quote-part copropriétaire qui subventionne un projet de rénovation énergétique est porté par toutes les incitatifs que vous a décrit Mathieu. Donc, a priori, non. Et je n'intègre pas non plus la notion de retour sur investissement. Je vous ai partagé tous les avantages, mais les économies d'énergie, la valorisation du bien, etc., contribuent justement à lutter contre ce frein potentiel. Oui, si je contextualise la situation dans une conjoncture inflationniste, où forcément, quand vous êtes copropriétaire, vous n'avez pas forcément un portefeuille qui est un puits sans fond. Et parfois, à court terme, vous êtes obligé d'arbitrer des dépenses du quotidien versus des dépenses structurantes qui vont projeter votre bien sur les 10 prochaines années et le valoriser en cas d'arbitrage de vente. Ce qui m'intéresse de voir, c'est que le législateur fait beaucoup de choses. Le dispositif, la mécanique, l'écosystème des acteurs que vous a partagé Mathieu sont en marche. Chacun des acteurs connaît sa partition. Syndicat de copropriété, assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre d'exécution, syndic de copropriété et entreprise œuvrante que j'incarne aujourd'hui. Je vous avais partagé, par contre, cette notion un petit peu d'absence de guichet unique lors de notre dernier échange. J'avais appelé de tous mes voeux que l'État, qui est très, très moteur sur le sujet, s'affranchisse un petit peu de son jacobinisme, pour ne pas dire de son colbertisme. Je pense que ce guichet unique est toujours un sujet. Je pense par ailleurs que cranter les collectivités territoriales, qui sont des acteurs de proximité, de manière plus prégnante dans le dossier, est un impérieux nécessaire, sans mauvais jeu de mots. L'État aurait tout intérêt, selon moi, à travailler, donc faire l'hélicoptère en permettant aux collectivités territoriales locales d'avoir plus d'initiatives auprès des copropriétés et des différents acteurs de l'écosystème, mais il aurait tout intérêt de travailler au niveau européen. Aujourd'hui, la France, c'est un membre de l'Union européenne. On a un organisme financier puissant qui est la Banque centrale européenne, auprès de laquelle, à mon sens, il faudrait solliciter des fonds plus importants à l'échelle de l'Europe pour créer, pourquoi pas, un fonds européen d'objectifs d'amélioration de la performance énergétique au sens global. Et c'est en ce sens-là où l'État
devrait plus concentrer son effort de guerre pour avoir encore plus de moyens et travailler toujours sur cette notion de guichet unique sur les différents flux qui vont diligenter la mise en œuvre d'un projet de rénovation énergétique. Les banques qui sont parties prenantes ont une crise de ressources, donc il manque des personnes pour instruire les dossiers. Oui. Je subodore que c'est également le cas sur l'ANA. Et donc, a fortiori, vous pouvez mettre toutes les subventions que vous voulez, vous pouvez avoir tous les langues que vous voulez. S'il y a des freins administratifs qui viennent freiner l'effort de guerre, en définitive, ça peut devenir déceptif. En somme, vous nous dites que derrière la volonté politique et son intention forte, il y a encore une organisation à mettre en place. Alors, elle existe, elle est néanmoins perfectible, oui. et je pense que l'État doit rester dans son rôle. État gendarme, quand on parle de mesures coercitives visant à interdire la mise en location de logements. État-providence sur le sujet des subventions, des mesures incitatives. Travailler au niveau européen pour permettre aux contribuables d'avoir encore plus de moyens pour lui permettre de switcher sur un projet de rénovation énergétique. Et puis, permettre aux autorités compétentes, l'ANA, les banques, ainsi que les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les copropriétaires, d'avoir un schéma méthodique administratif qui soit beaucoup plus fluide et qui permette de sortir des dossiers beaucoup plus rapidement. Et nous donnerons le dernier mot à Mathieu Hyper, puisqu'il a demandé à prendre la parole pour terminer. Oui, je vais objecter, mais gentiment, la remarque de Driss sur les moyens, les actions mises en place par les collectivités, etc. Parce que on n'a pas la même vision que les entreprises, parce qu'on n'a pas les mêmes interlocuteurs que les entreprises du secteur. Et c'est normal, d'ailleurs, c'est pas une critique, c'est un constat, c'est factuel. Il le sait, on en a discuté maintes et maintes fois avec plaisir, et on continuera. Hier, il se trouve que j'étais au conseil départemental du 95, comme il y a un mois avec le 92, etc. Je vais rassurer dans le sens où il y a quand même des actions qui sont entreprises par les collectivités, les conseils départementaux, les différentes structures comme Grand Paris Seine-Ouest, etc., sur le 92. Ils mettent des actions en place, alors de manière moins prégnante que l'État, puisqu'ils n'ont pas les mêmes moyens, mais c'est mis en place. Vous avez par exemple sur le 95 ou ailleurs le programme qu'on appelle SAR, Service d'aide à la rénovation énergétique, qui va venir compléter ce que fait l'ANA sur les programmes d'intérêt généraux ou les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, toujours des opérations au niveau local. On a l'habitude de dire en réunion, l'ANA ne va pas sur le terrain. Ils ont des choses qui descendent du ministère, ils mettent en place un programme, les directions, et puis ensuite, ils ont besoin sur le terrain d'opérateurs comme nous pour l'appliquer. Je rassure Driss, les actions sont mises en place, on en discute. Je suis d'accord avec lui sur le constat suivant. Il n'y a pas assez d'effectifs, que ce soit dans les banques pour le financement du prêt et le fonctionnement du prêt à taux zéro. Oui. À l'ANA et dans les différentes délégations départementales, parce que ce n'est pas l'ANA centrale à Paris qui traite les dossiers, c'est dans chaque département. Le manque d'instructeurs est flagrant. Ils sont en sous-effectif et ils nous le communiquent aussi. Les délais de traitement sont longs. Mais je dirais que ce problème de ressources humaines, il est connu par l'ensemble des acteurs de ce secteur-là. Il va falloir, à un moment donné, que l'État mette les moyens en termes d'effectifs au même niveau que les subventions. Ça, c'est certain, parce qu'on peut avoir, comme dit Driss, 4 milliards d'euros de budget. Si on n'a pas les équipes ça n'avancera pas beaucoup. Mais, j'aime bien moi le mais, il y a quand même des choses qui sont mises en place, ça avance, et je peux vous faire la différence entre Habiter mieux il y a 3 ans et maintenant MaPrimeRénov'. Si je me permettais de mettre d'accord l'un et l'autre, je dirais qu'en fait, c'est une bonne nouvelle quand on vous écoute, puisque le mouvement de la rénovation énergétique, il est mis en place, mais en fait, il a tout intérêt à se développer, à se structurer, et ça a l'air bien parti quand même. Oui, c'est-à-dire que cette inflation des demandes par rapport aux ressources qui parfois sont déséquilibrées, qui dit ressources manquantes dit que ça marche, c'est qu'on est sur une dynamique qui est positive. Ensuite, le manque de ressources ne doit pas se traduire forcément, et je reviendrai à la notion de guichet unique, par l'obligation d'avoir des ressources. C'est peut-être aussi un symptôme de désordre organisationnel qui pénalise l'effort de guerre. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut poser. Et puis bien évidemment, on a la vision ici de Mathieu qui est assistant à maîtrise d'ouvrage, vous avez la vision de l'entreprise. Ce que j'entends quand même conclure, c'est qu'on partage un dessein commun. Oui. Certes, Mathieu, en effet, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, il a cette auréole d'apporteur de subventions. Nous, on est l'entreprise œuvrante des travaux qu'on nous demande de faire. Mais en définitive, chacun d'entre nous,
dans son rôle, et j'intègre la maîtrise d'œuvre, j'intègre le syndic de copropriété ou le syndicat de copropriété qui porte le projet pour l'ensemble des copropriétaires, doit jouer sa partition dans ce fameux dessein commun, cette fameuse ambition collective qui a pour objectif d'aboutir au vote d'un projet de rénovation énergétique et puis en définitive à la restitution, très vite s'assurer qu'entre les hypothèses de départ qui ont été dessinées par un audit énergétique et la réalité restitutive des économies d'énergie, ça se concrétise de facto. Je finirai juste pour ce qui me concerne par le Forum Habité Durable, qui est le rendez-vous d'excellence qui réunit les copropriétés de la métropole du Grand Paris. Harmonie a été consacrée sur son excellence opérationnelle à travers deux nominations. Et sur les 2 copropriétés sur lesquelles on a été mandaté en travaux, pour lesquelles on avait 2 AMO différents, l'hypothèse de départ a été confortée à l'arrivée, puisque lorsque les propriétaires ont commencé à vivre avec leur rénovation énergétique, on a constaté des économies d'énergie dépassant parfois les 50%. C'est colossal, ça marche. Et je constate que vous avez tellement de choses à nous raconter et à nous dire que je pense qu'on se reverra pour une autre émission plus tard. Merci beaucoup Driss Marzouga et Mathieu Hyper. À très bientôt Anne-Sandrine. Merci beaucoup.